Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Notre forêt demain. En France métropolitaine, la forêt couvre 17 millions d'hectares, soit un tiers de la superficie de notre territoire. C'est un poumon vert, un refuge pour la biodiversité, un puits de carbone. C'est aussi un élément clé pour la France, quatrième pays producteur de bois au monde. La forêt nous rend de nombreux services. C'est une source d'énergie, elle permet de produire du bois pour la construction et plein d'autres dérivés. Elle nous permet de lutter aussi efficacement contre le changement climatique. C'est ce merveilleux patrimoine que je vous propose d'explorer pour en comprendre les différents enjeux, avec des forestiers, des élus, des industriels, des chercheurs qui vivent et qui préparent la forêt de demain. Dans ce numéro, nous vous emmenons en région PACA, une des régions les plus boisées de France. Ces massifs sont réputés pour leur beauté, mais aussi pour leur incroyable biodiversité. Vous verrez comment les forestiers œuvrent au quotidien pour assurer l'avenir de cette richesse biologique menacée par le changement climatique et les incendies. Les incendies, nous en parlerons également. Comment lutter contre les incendies, freiner leur propagation, mais aussi protéger les populations. C'est la mission complexe des élus et des forestiers qui se coordonnent toute l'année en déployant sur le terrain des dispositifs de prévention et de surveillance. Nous partirons à leur rencontre. Enfin, face au changement climatique, comment les forêts réagissent-elles? Si certaines essences possèdent des mécanismes de régénération qui leur permettent de faire face à ce défi, les forestiers testent d'ores et déjà les essences d'avenir qui pourraient être plantées dans nos forêts demain. C'est ce que nous allons découvrir. De la biodiversité nationale se trouve dans nos forêts. Souvent discrètes et cachées sous les arbres dans les immenses forêts, des milliers d'espèces animales, végétales, de champignons, mais également des micro-organismes, des organismes microscopiques qui cohabitent et en même temps interagissent entre elles. Elles conditionnent finalement la vitalité, la productivité, la régénération des forêts. Elles favorisent la résilience et aussi la faculté d'adaptation au changement climatique. Premier rendez-vous dans cette émission, je vais aller retrouver Luc Blaison. Il travaille à l'ONF. Il va nous parler de toute la richesse des forêts du massif des Monts. Allez, c'est la dernière ligne droite. Encore un petit effort, Luc. J'y arrive. Ça y est. Comme le disait un homme politique il y a quelques années, c'est beau mais c'est loin. Oui, ça faut le dire. Et surtout, c'est vaste. On est sur l'un des massifs les plus anciens, les plus sauvages de toutes les terres de Provence, le massif des Morts. Oui. 150 000 hectares. Exactement. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Avec un monument exceptionnel, la Chartreuse de la Verne. Mais on est surtout à proximité de ce que vous appelez une RBI, réserve biologique intégrale. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? Ça veut dire quoi exactement? Alors on est bien d'accord qu'il faut faire une grande différence entre ce qu'on peut voir là, donc début du printemps avec ces châtaigneraies qui sont cultivées effectivement et les sœurs récoltent la châtaigne, et ce qu'il y a donc derrière nous, ce qui est sauvage, ce qui est très dense, où l'homme évidemment n'intervient plus depuis plus d'une vingtaine d'années. Sauf évidemment la chasse qui est régulée. Qu'est-ce qu'on peut chasser à l'intérieur? Le sanglier et deux chevreuils au bracelet, essentiellement. On n'a pas le droit de toucher aux oiseaux? Rien, c'est tout. Voilà. D'accord. On fixe ça comme ça. C'est quoi? C'est un secteur d'observation pour voir le milieu, la biodiversité? C'est le laboratoire du vivant. Voilà. Donc pendant des siècles, on a utilisé la forêt. On l'a utilisé pour des biens, évidemment, commerciaux, pour pouvoir vivre. Mais à un moment donné, nous, maintenant, forestiers de l'État, on voulait savoir ce qui allait se passer sans que l'homme intervienne, pour voir si la nature reprend ses droits, si elle se multiplie, quelles sont les espèces qui arrivent. Et surtout, on étudie un bon nombre d'espèces qui n'ont jamais été soit vues, soit étudiées ou aperçues. Alors je reviens sur le chiffre que je donnais tout à l'heure, le domaine des Morts, 150 000 hectares. Après, oui. La réserve, elle fait combien d'hectares? Elle fait 2500 plus 1000 hectares de zones d'intérêt écologique attenantes, puisque on travaille évidemment sur des espaces forestiers, par exemple une pinède. Donc une pinède, on ne peut pas la couper. Donc on va avoir un intérêt écologique qui monte. Donc on a inclus évidemment ces 1000 hectares supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette zone en particulier? Est-ce qu'il y avait des spécificités ou biologiques ou géologiques? Oui, bien sûr. Elle est représentative d'une Méditerranée sur sol acide. On est sur mica-schiste ici. Et en fait, on a tous les peuplements forestiers méditerranéens. On peut dire, voilà, la Méditerranée, ici, sur sol acide,
elle est là, dans tous ces peuplements. Est-ce qu'il y a des espèces emblématiques que l'on trouve justement dans cette Oui, réserve? oui, oui, bah, la plus connue, évidemment, c'est la tortue d'Hermann des Jailles dunes, bien sûr. Un nom assez rigolo, le murin de Bullstein, par exemple. C'est Hein. quoi le murin de Bolstein? Eh ben, c'est ce qu'on appelle en provençal une pipistrelle, on va dire, une C'est une chauve-souris. chauve-souris, quoi. C'est une grande chauve-souris, effectivement. Tout à fait. D'accord. Et on a une jeunette, par exemple, ou des micro-espèces insoupçonnées de coléoptères qui vivent à 1 mètre, 1 mètre 50 dans la terre, mais qui ont un intérêt en biodiversité, évidemment. Le but de l'ARB, c'est de mettre en place des scientifiques, de les suivre évidemment et de les accompagner pour qu'on puisse étudier ce qui, nous, au niveau du comité consultatif, du comité scientifique, nous paraît très intéressant par rapport au futur. Il y a quelque chose qui doit être très intéressant à observer, c'est de voir un endroit où il n'y a eu aucune activité humaine depuis des années et des années. C'est ça, c'est Est-ce ça. qu'il y a une incidence sur la nature? Est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Moi, je vous l'affirme, oui, c'est visible, évidemment. J'ai l'impression d'être dans une bulle quand c'est comme ça. Un endroit où, je ne sais pas, il n'y a pas de branches coupées, par exemple. Il y a des espèces qui ont évolué, qui sont mortes au sol. Donc, la présence de bois mort certifie, en règle générale, que l'homme n'y a pas travaillé ou prélevé. Et quand le bois il est mort, pour ce qu'on considère, nous, comme Oui. étant un arbre mort, Oui, voilà. il n'est pas mort pour tout le monde. Alors, le bois mort a une utilité, mais alors, depuis des millions d'années, bien sûr, mais pour nous, c'est source d'information. Quels sont les insectes qui viennent manger ce bois pour restituer de la matière qui va évidemment, à elle-même, nourrir évidemment le sol. Et il y a des insectes que vous avez découverts bien justement au sûr, cours de ces dernières décennies. on a ce qu'on appelle des pièges polytrapes dans lesquels les insectes viennent et tombent et on les étudie derrière. Donc j'ai fait ça pendant plus de 6 ans à peu près, sur des zones bien précises et on a un nombre de coléoptères et d'insectes saproxyliques, mangeurs de bois, exceptionnel. Grâce à eux, la forêt évidemment peut maintenir son évolution. Il y a des très vieux peuplements ici. Oui. On a évoqué la châtaigneraie qui est juste en dessous. Oui. Il y a des châtaigniers aussi, un Il y peu a plus des haut. châtaigniers, alors on a un châtaignier millénaire qui est sur le plateau d'Idé-Lambert. On peut rentrer à l'intérieur de ce châtaignier. Il faut environ 10-12 personnes pour faire le tour. Ici, les gens ont cultivé le châtaignier pendant des milliers d'années. Nous, on a des espèces locales, résistantes bien sûr, qui sont malheureusement un peu en déclin. Et certains châtaigniers retournent dans le milieu naturel. Je mets une image, mais c'est un peu l'idée, et redeviennent forestiers, sauvages. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, et j'aurais dû le faire en préambule d'ailleurs, parce que c'est important. On est dans un observatoire sous cloche, et pour autant c'est ouvert au public. Ah non, alors j'enlève la cloche, on va dire. C'est vrai ? On est d'accord. Non, c'est un lieu justement qui doit être ouvert au public. Le but, c'est d'informer. Tout à l'heure, on discutait avec des personnes pour pouvoir expliquer ce qui se passe ici, comment ça se passe, aller les titiller sur quelques sujets et leur apporter de l'information en leur disant « Regardez, la Méditerranée, c'est ça, c'est un lieu de biodiversité. » C'est pour ça qu'on a ici tout autour 2 circuits, marcheurs, vététistes, promeneurs du dimanche, touristes. Plus de 40 000 personnes montent visiter la Chartreuse de la Verne. Quelques milliers partent en forêt, mais bon, tant mieux pour nous, parce qu'au moins on fait passer le message. On va aller voir ces châtaigniers ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Tout ce que nous avons autour de nous, ce sont des châtaigniers. Que des châtaigniers. Il y en a certains qui ne sont pas tout jeunes. Hein. À peu près 400 ans, voire plus. 400 ans pour certains ? 400, ah oui. Vous n'étiez pas là quand on a mis la non, petite graine ? non, alors j'étais... Bon, il y en a qui sont dans un piteux état, ils ne sont pas en pleine forme. On C'est est- ce on qu'on est appelle les arbres morts. quoi. Voilà, effectivement, encore une fois, on revient sur ces arbres morts qui ont énormément d'importance. Il y a pas mal d'espèces qui vivent, on dit arboricoles, mais ils ont besoin de cavités Bien pour sûr. pouvoir vivre. Donc c'est un loir qui va faire un trou, un pic qui peut l'aider, et puis ça fait un habitat. Derrière, vous allez avoir pas mal d'insectes qui vont pouvoir évidemment vivre. Donc si j'image, je dirais que c'est un immeuble, un HLM, enfin bon, voilà, une ville peut-être même. D'accord, Ouais. d'accord. Et les promeneurs-promeneuses arrivent ici, mettent la tête parfois à l'intérieur de l'arbre pour voir ce qui s'y passe. Tout à fait. Alors ça, c'est très pédagogique. Ça s'appelle, on l'appelle l'arbre couché. Et donc les gens passent, montent dessus. On a un contact avec l'arbre un peu différent puisque pour une fois, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Tout ce que vous voyez autour de nous ici a évolué un jour ou l'autre, s'est modifié, a changé pour s'adapter déjà aux conditions climatiques, pour pouvoir vivre bien sûr. Bien sûr. Et en plus, avec ce changement que nous avons face à nous, on a l'impression et la sensation que ça y est, ça évolue aussi. Certains végétaux répondent, on le
pense très fortement, pas encore vraiment de façon scientifique sûre, à une modification. Merci pour tout, Luc. À bientôt. Merci beaucoup. Et vous prenez grand soin de la forêt On va faire ça et puis de celles et ceux qui viendront la visiter. pour tous les citoyens du monde. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Réguler le cycle de l'eau, la température, les maladies, le stockage du carbone, protéger les sols, la biodiversité rend donc de nombreux services à la forêt. Et les forestiers ont un rôle tout particulier à jouer pour favoriser son épanouissement. En Seine-et-Marne, des propriétaires forestiers se mobilisent pour la conservation des habitats et des espèces en gérant leur forêt durablement. Il y a des hommes dont les journées sont bien remplies. Cardiologue de métier et propriétaire de plusieurs parcelles de forêt en Seine-et-Marne, Rémi Fouché en explore chaque recoin tous les matins. Son dernier coup de cœur, cette chênaie de 25 hectares acquise il y a quelques années. Je suis vraiment tombé amoureux de cet endroit. Comme on peut tomber amoureux d'une maison et qu'on a le coup de cœur pour une maison en se disant c'est là que je veux vivre, et je me suis dit c'est cette forêt dont je veux m'occuper. Alors ce qui m'a motivé quand j'ai commencé à m'intéresser à la forêt, j'avais une vingtaine d'années et je me suis dit on brûle des énergies fossiles depuis des décennies, ça va finir par réchauffer l'atmosphère et il faut que je retrouve une façon de capter le carbone. Donc je me suis dit pour un particulier, la façon la plus facile de recapter le carbone, c'est de planter des arbres. Mais depuis quelque temps, un sujet le préoccupe particulièrement, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité qui en découle. Ça devient une évidence qu'il faut s'en occuper parce qu'on voit bien qu'elle décline. Je vois bien qu'il se passe dans la forêt des choses qui ne se passaient pas autrefois. Les arbres commencent à mourir et je me suis dit pourquoi ça ne va pas? Est-ce que c'est un problème de climat? Et il faut effectivement s'intéresser à la biodiversité parce que pour moi la biodiversité c'est à la fois nécessaire à la forêt mais c'est aussi le signe qu'une forêt va bien. Ces questionnements l'ont amené à faire de ces forêts des terrains d'expérimentation. Il a notamment fait appel à François Gross, un amoureux des oiseaux. Ensemble, ils ont réalisé des aménagements sur une parcelle pilote afin d'intégrer la prise en compte de la biodiversité dans sa gestion forestière. L'idéal, c'est de faire des inventaires. Alors, faire un inventaire, c'est compliqué parce qu'il faut venir à plusieurs saisons, puisqu'il y a les saisons de nidification, il y a les migrateurs qui viennent à une certaine période, il y a les hivernants qui viennent à une autre période. Donc l'idéal, c'est de faire au moins une saison complète d'inventaire. Après avoir répertorié oiseaux, papillons, amphibiens et chauves-souris, des installations jugées favorables à leur épanouissement ont été proposées. Ici, le milieu est déjà très varié, très riche. Alors, il y a une chênaie, il y a une frênaie, il y a des prairies, il y a des clairières. Donc, M. Fouché nous avait dit qu'il avait un problème éventuellement de prolifération de chenilles processionnaires du chêne. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'installation de nichoirs pour favoriser un peu l'implantation des mésanges qui sont naturellement les ennemis de la processionnaire du chêne. Mésanges, hirondelles, citelles, grimpereaux, une quarantaine d'espèces d'oiseaux ont d'ores et déjà été observées sur cette parcelle. S'efforce de planter des haies d'espèces locales, d'espèces qui vont attirer certains insectes et qui vont servir aussi à nourrir les oiseaux avec leurs baies. Autre parcelle, autre expérimentation, cette fois-ci avec l'installation de ruches. C'est Frédéric Cocus, apiculteur amateur, qui s'en charge. Il a rencontré Rémi Fouché à l'occasion d'échanges sur les réseaux sociaux. Il m'a invité à venir voir un certain nombre de terrains pour voir ce qui serait le mieux pour mettre en place des ruches. Donc on en a visité plusieurs et puis on a arrêté le choix sur ce terrain-là parce que les conditions sont bonnes parce qu'on a différentes essences d'arbres qui sont présentes. On a de l'acacia, du châtaignier, on a des champs de colza qui ne sont pas très loin et donc ça permet d'avoir différentes essences de miel tout au long de l'année. 7 ruches ont été installées il y a 5 ans. La forêt, c'est un environnement privilégié pour les abeilles parce qu'elles sont un peu en retrait des différents passages. Elles sont aussi à l'abri du soleil. La forêt est une solution pour la préservation de la biodiversité parce que le fait de pouvoir choisir des emplacements comme ça où on retrouve différentes essences d'arbres, par exemple on a l'aubépine au printemps, après on va avoir les acacias, les châtaigniers, les tilleuls, ça permet d'avoir une alimentation pour les ruches tout au long de l'année. Pour l'aider dans ses différents projets, il peut aussi compter sur Thomas Fess qui conseille les propriétaires forestiers dans la gestion durable de leur forêt.
Alors il y a une prise de conscience parce qu'on cherche justement, nous en tant que service de recherche et développement, à améliorer la réponse des écosystèmes forestiers face aux perturbations, face au climat changeant, face aux attaques d'insectes. Et pour améliorer la résistance des écosystèmes, on sait qu'il faut qu'ils soient globalement forts. Et pour qu'ils soient globalement forts, il faut pouvoir accentuer, favoriser leur biodiversité. Pour inciter les propriétaires privés à faire évoluer leurs pratiques de gestion en y intégrant la protection de la biodiversité, un indice de biodiversité a été créé, l'IBP. L'IBP vise à aider les propriétaires, les gestionnaires forestiers, à améliorer et à comprendre comment l'écosystème forestier peut intégrer, accueillir un maximum de biodiversité potentielle. Donc il y a en tout 10 facteurs qui constituent la note de l'IBP. 7 facteurs sont liés vraiment aux pratiques de la gestion forestière. Et 3 autres facteurs sont liés à l'environnement, à l'histoire de la forêt. Aujourd'hui, il y a des leviers assez simples qu'on peut mettre en place, comme par exemple le bois mort. Vous accueillez toute une diversité potentielle des insectes, des mammifères, des oiseaux. Voilà, c'est quelque chose de très riche, des champignons. Ici, c'est une petite zone humide qui fait l'objet de toute son attention. Nous arrivons au bord d'une petite mare, dans une ambiance forestière. Donc quand on parle d'accueil de biodiversité dans un milieu forestier, une mare, quelle que soit sa taille, est déjà un milieu aquatique atypique qui va permettre d'accueillir du coup une diversité atypique elle-même, que ce soit de la végétation, des insectes et en parallèle du coup peut-être des amphibiens, peut-être également des chauves-souris qui vont être inféodées des milieux aquatiques parce qu'elles vont se nourrir de certains insectes typiques de ces milieux aquatiques. Ça augmente votre note de capacité d'accueil potentiel de la forêt. Mais pour Rémi, préserver la biodiversité ne veut pas dire mettre la forêt sous cloche, bien au contraire. Il faut absolument récolter des arbres en forêt. Si on laisse des arbres vieillir et mourir de leur mort naturelle, quand ils sont très âgés, ils ne captent plus le carbone. Il n'y aura plus de petites générations qui vont pousser derrière et qui vont pouvoir recapter le carbone. Rémi ne se contente pas d'aimer la forêt, il souhaite aussi en faire un outil pédagogique pour les générations futures. J'aurais réussi si en quittant ma parcelle, les gens se disent « je vais faire comme lui, je vais faire mes petits essais de mon côté avec des conseils et je vais essayer d'introduire des espèces, je vais essayer de voir comment je peux protéger ma forêt de certaines maladies, protéger ma forêt du changement climatique ». Donc les gens qui vont faire le tour de ma parcelle, je voudrais vraiment qu'en sortant, ils puissent se dire « je vais faire la même chose chez moi ». Le maintien de la forêt et sa capacité à être plus résiliente passent par la préservation de sa biodiversité. Mais la multiplication des incendies spectaculaires ces dernières années pourrait bien menacer cet équilibre fragile. Il y a 2 ans, 8000 hectares du massif des Morts sont ainsi partis en fumée. Au-delà des nombreux dégâts, 10 000 personnes ont été évacuées et mises à l'abri. Pour éviter que de telles tragédies se produisent, les élus sont en première ligne pour prévenir les incendies et ainsi protéger les populations. C'est ce que va nous expliquer Thomas Dombry, c'est le maire de la gare de Fresnay. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer Thomas. Bienvenue à la gare de Fresnay. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Je trouve ça agréable, en me disant ça va, on ne crame pas trop, ça apporte un peu de fraîcheur. Vous, quand vous voyez le vent, c'est signe d'inquiétude. Énormément, oui. La gare de Fresnay, on est sur un col. Ça dessert le golfe de Saint-Tropez. On est très contraint avec le Mistral. Et c'est vrai que ça aère, mais c'est vraiment notre crainte parce que c'est synonyme de feu de forêt. Feu de forêt. Alors en 2021, vous avez connu ce qu'on appelle quasiment un méga feu. C'était pas le premier que vous ayez connu parce que vous êtes natif de la gare de Fresnay. Tout à fait. En 79, il y en avait eu un très important déjà. Oui. Il y en a régulièrement de toute façon des feux. Oui, malheureusement, il y en a régulièrement. La gare de Fresnay, les 2 feux les plus impactants, c'est 1970 et 1979, comme vous le disiez. Mais 2021, il a peut-être été moins impactant pour le village, mais il est complètement différent. Il a parcouru, je rappelle, 21 km en 6 heures, ce qui est énorme. C'est colossal. C'est du jamais vu. En 2021, ce sont combien d'hectares qui sont partis en fumée? Alors, le feu dit de Gonfaron, c'est 7000 hectares et 1800 sur le territoire de la gare de Fresnay. C'est quasiment un quart de notre territoire. Alors là, quand il arrive une catastrophe comme celle-ci, j'ai envie de dire que vous êtes le chef d'orchestre. Et quel est le rôle vraiment d'un élu à ce moment-là? Normalement, sur un feu de forêt, le maire est le directeur des opérations de secours. Nous devons informer au mieux la population, donc les informer,
le faire connaître à mes administrés l'avancée du feu, les quartiers qui vont être impactés, voir s'il faut procéder à des évacuations. Ouais. Parce que voilà, le débat c'est entre les évacuations et le confinement. Et ma première mission en tant que maire, là, ça a été de déclencher le plan communal de sauvegarde. C'est un plan qui est déjà établi, chacun a sa mission et on sait ce qu'on doit faire. On a connu des hivers plus doux, plus secs. Là aussi, il y a un travail à opérer en tant qu'élu tout au long de l'année. On est dans un contexte de réchauffement climatique. Le petit degré pour nous sur le milieu forestier, c'est énorme. Nous, s'il y a de la broussaille, s'il y a du vent et s'il y a la sécheresse, c'est un cocktail Molotov, il ne manque plus que l'étincelle. On parlait justement de ces incendies. Ils sont de plus en plus fréquents. Ils ont lieu toute l'année. Est-ce que depuis le début de l'année, nous sommes fin du mois d'avril, au moment où nous enregistrons cette émission, est-ce qu'on a déjà connu quelques départs de feu? Alors malheureusement sur la gare de Fresnay, j'ai eu 2 ou 3 départs de feu qui n'ont pas pris d'ampleur parce qu'ils ont été arrêtés par les services de secours au plus tôt. Mais hier soir, le 24 avril, j'ai dû mettre une annonce comme quoi nous étions en situation de crise. Déjà. Déjà, c'est du jamais vu. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas énormément d'exploitation forestière, justement sur votre secteur, est aussi impactant? Oui, bien entendu. Bon, la forêt du Var, je crois que c'est la 2e forêt en France, mais nous avons très peu d'exploitation forestière, malheureusement pas assez. Parce que pour moi, en plus, une forêt, elle est travaillée, hein, je dis bien le terme travaillée, au mieux elle se protège contre les incendies. Nous sommes dans un climat méditerranéen et comme je le disais, s'il y a de la broussaille, s'il y a la sécheresse et du vent, bien sûr, la moindre étincelle, elle est catastrophique. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant une obligation qui est l'obligation légale de débroussaillement. Ça, c'est votre rôle aussi en tant qu'élu, de le faire appliquer. Ce sont les particuliers qui sont tenus de débroussailler leur propriété. Oui, c'est un arrêté préfectoral. Cet arrêté préfectoral, il stipule que toute habitation en forêt, toute construction même, les administrés doivent débroussailler 50 mètres tout autour de leur propriété. Et donc pour la protéger au mieux. C'est ce qui protège le mieux les biens et les personnes. Bon, est-ce que les gens jouent le jeu? Est-ce que vous avez pu obtenir des résultats déjà? Oui, sincèrement, alors c'est jamais assez parce que c'est quelque chose, comme je vous le disais, c'est indispensable. Donc c'est un travail au jour le jour. Donc nos polices municipales passent, font de la prévention. Souvent, on donne un délai pour que les gens puissent réaliser ces travaux. Et ils repassent 2 mois après. Si ce n'est pas fait, après, on a des moyens coercitifs. Ça va de l'amende à 135 € jusqu'à, s'il le faut, à des travaux d'office. Parce que revenons sur un point qui est important. Je le disais, on protège le bien, on protège celles et ceux qui vivent à l'intérieur. Mais si on ne le fait pas, on met également en danger la vie de celles et ceux qui vont être obligés de venir nous secourir. Tout à fait. Et là, on parle de défendabilité parce qu'il y a des pompiers qui vont prendre des risques énormes pour venir défendre ces gens-là. Et si eux, ils n'ont pas déjà fait ce qu'il fallait, en plus de se mettre eux en danger, ils mettent effectivement les services de secours en danger. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un projet pour rendre l'eau plus accessible sur le territoire ici? Nous installons des citernes au bord des aménagements forestiers, c'est-à-dire au bord des pistes, les endroits où il y a des coupures de combustible. On travaille aussi pour développer de plus en plus des poteaux incendie. Mais au-delà de ça, de ce que j'ai constaté, même jusqu'en 2021, je dirais que les obligations légales des débroussaillements, ça fait 80% du boulot. Mais si ceux qui ont ou une piscine ou une petite réserve d'eau, s'ils s'équipent d'un motopompe, ça les rend autonomes. Ça permet aussi de libérer les pompiers. S'ils n'ont pas à intervenir sur chaque habitation, ça leur permet aussi d'arrêter le feu avant qu'ils prennent l'urgence. Exactement, et qu'ils ne prennent pas des conséquences énormes. Je vous souhaite un très bel été. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'ailleurs de mieux? Le moins de vent possible, parce Oui. que c'est vraiment lorsqu'il y a du vent qu'on craint le plus les incendies. Et quoi, un peu de pluie? Beaucoup de pluie. Ça vous ferait plaisir? Ah oui, énormément. Je suis sûr que les Parisiens rêveraient de vous en donner un petit peu. On est chaud. Merci beaucoup. Merci, ravi de vous avoir rencontré. Merci, À bientôt. Stéphane. À bientôt. Dans les forêts du Var, on compte en moyenne 300 feux par an. Mais ces dernières années, cette tendance est à la baisse, fruit des efforts menés tout au long de l'année par les élus qui s'appuient sur des équipes de forestiers spécialisés. La DFCI, Défense de la forêt contre les incendies. Ces experts qui connaissent le terrain mieux que quiconque apportent aussi leur précieux soutien aux combattants du feu. Ils vont me montrer comment ils gèrent l'équipement, l'aménagement et l'entretien de l'espace forestier au quotidien.
Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alain, j'imagine. C'est ça, enchanté. Très heureux. Bonjour, vous êtes Amar. Ouais. Très heureux, Amar. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Okay. Vous me le laissez pendant 2 minutes. Pas de souci. Pour que je fasse toute la lumière sur l'organisme que vous représentez, Défense des forêts contre l'incendie, DFCI. Ça comprend combien de membres à peu près sur le secteur? Sur l'ensemble de la zone méditerranéenne, on est un peu plus de 200 agents dédiés spécifiquement à la DFCI, à l'ONF. On va parler de votre rôle, de votre fonction et de tout ce travail que vous effectuez sur la prévention, sur la préservation des domaines, des forêts domaniales, des forêts communales également. On évoquait tout à l'heure avec le maire de la gare de Fresnay le fait qu'il y a des OLD, des obligations légales de débroussaillement. Ça concerne les particuliers qui doivent faire un peu le ménage devant chez eux pour éviter que le feu se propage. Lorsqu'on est sur une forêt comme celle-ci, un domaine comme le domaine des morts, c'est vous qui prenez le relais après? Nous, notre rôle effectivement sur les chantiers qu'on mène en forêt, c'est le long des pistes, créer des bandes ce qu'on appelle des bandes de débroussaillement, des bandes latérales de sécurité, qui permettent aux pompiers d'accéder, quand il y a un feu, dans les forêts et éventuellement de s'installer pour lutter contre le feu. Comment est-ce qu'on fait un bon débroussaillement? Il faut déjà, c'est ce qu'on voit tout autour de nous, supprimer la végétation au sol. Et notamment la végétation arbustive, parce que c'est elle qui va conduire facilement le feu. Élaguer les arbres, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité que le feu au sol se propage aux arbres. Et de la même façon, mettre les arbres à distance les uns par rapport aux autres, toujours dans le même objectif, que le feu n'aille pas d'un arbre à un arbre. Et cette opération de débroussaillement, on est obligé de la renouveler pratiquement chaque année sur les mêmes secteurs? Alors pas chaque année, parce que la végétation a effectivement une dynamique, mais pas tant que ça. En général, on repasse, ça dépend beaucoup du type de végétation, mais c'est entre 3 et 5 ans. Alors j'ai vu quelque chose de très intéressant en arrivant ici, planté sur une souche d'arbre. J'imagine que c'est peut-être pour la démonstration que vous l'avez mis là. Et vous faites ce qu'on appelle des relevés hydriques, plus ou moins calculer le stress hydrique des végétaux. Ouais. Ça sert à quoi et comment ça fonctionne? Alors ça sert à quoi? En fait, ça sert à donner des éléments à Météo France notamment, en été, pour affiner le risque feu de forêt zone par zone dans chacun des départements. C'est très simple, on prélève toujours au même endroit, sur toujours les mêmes espèces et autant que possible sur les mêmes spécimens de végétation. On pèse au moment où on prélève, on met à l'étuve pendant 24 heures, 60 degrés, ce qui permet à toute l'eau de s'évaporer. Bien sûr. On repèse à la sortie de l'étuve et par différence de poids, on détermine la masse d'eau qu'il y avait au départ. Continuer à parler de débroussaillement parce qu'il y a une chose qui est importante, on a connu des feux terribles au cours de ces derniers étés et on a eu affaire à un phénomène surtout que vous qualifiez vous de saute de feu. Tout à fait. C'est quoi un saute de feu? Alors la saute de feu en fait c'est le principe que des éléments incandescents de la végétation qui est au niveau du front de feu, donc qui sont emmenés par la convection que génère le feu, c'est-à-dire la colonne d'air chaud que génère le feu et peuvent être emportés comme ça pour le feu de Gonfaron par exemple qui est le dernier catastrophique dans le Var. On a mesuré comme ça des sautes de feu d'1,3 km. On va se rapprocher de vos équipes et des différents véhicules dont vous disposez pour justement mener à bien vos différentes missions. Je parlais des véhicules dont vous disposez aujourd'hui. Bon, il y a des gros 4x4 pour aller vraiment très, très loin dans la forêt. Et puis il y a des véhicules qui sont plus des véhicules de patrouille, je dirais. Ouais. Quelles sont les différentes missions que vous allez avoir tout au long de l'année? Alors, tout au long de l'année, donc la plupart de l'année, on en a parlé, c'est le débroussaillement, principalement. Ça peut se faire en hiver, surtout. Voilà, en fait, c'est en gros de septembre, c'est l'activité de septembre à début juin, on va dire. Très bien. Et après, on rentre dans une deuxième phase, qui est la phase estivale, où on a le système de patrouille pour faire la surveillance sur le feu, faire la sensibilisation auprès du public sur le risque feu, sur la réglementation, etc. Et éventuellement intervenir rapidement sur les départs de feu. Donc l'idée, c'est en fait d'avoir des moyens légers et toujours en mouvement sur un secteur relativement restreint pour qu'eux puissent rapidement aller sur un départ de feu qui est détecté dans leur zone. Et en fait, ça permet à l'équipage
de, si possible, éteindre le feu rapidement, ou au moins, si le feu a déjà pris une certaine proportion, au moins de le restreindre et d'éviter qu'il se propage de trop. J'ai entendu dire qu'en ce qui vous concerne, vous étiez un peu comme la série, vous savez, Les Experts. C'est-à-dire qu'une fois oui. que l'incendie il a été circonscrit, c'est vous qui revenez sur le terrain pour définir l'endroit où il y a eu le départ de feu. Tout à fait. Et quelle a été plus ou moins la cause de cet incendie? Voilà, alors c'est un travail qu'on mène en cellule interdisciplinaire en fait. Autant que possible, un forestier, un pompier et un gendarme. Et l'idée, c'est arriver à déterminer l'endroit précis, autant que possible, d'où est parti le feu. Et ce qui permet, après, dans le travail d'investigation judiciaire, éventuellement, de pouvoir, quand on sait exactement d'où le feu est parti, faire des prélèvements, trouver s'il y a des indices de mise à feu, un mégot, voilà, et qui permet aux gendarmes d'alimenter la procédure. On va dire que 70% à peu près sont 70-80% même, sont des feux accidentels. C'est-à-dire jet de mégot, brûlage dans un jardin, travail avec des étincelles, avec une meuleuse, des choses comme ça. On peut être, à un moment donné, soumis à une amende si on a simplement des cigarettes ou un briquet dans sa poche, c'est ça? Alors non, on peut être verbalisé si on apporte du feu en forêt. C'est-à-dire si on fume, effectivement, on est susceptible d'être verbalisé. Si on jette un mégot incandescent, on est susceptible d'être verbalisé. Bien sûr. Et l'amende est de 135 €. Comment s'annonce l'été? Bonne question. Si vous avez une boule de cristal, on pourra le savoir. J'aimerais bien. C'est vrai que les conditions météo actuelles depuis le début de l'année ne sont pas très encourageantes. Hein. Je pense que ça, tout le monde en est conscient. Donc bon, on est effectivement relativement inquiet pour l'été. Ceci dit, on peut avoir la chance qu'effectivement la pluie se mette à tomber au printemps. Le météo, et voir ça tout l'été. restera redoublons de vigilance. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la météo, effectivement, redoublons de vigilance, bien entendu. Ouais. Bon, je vous laisse aller retrouver vos équipes. Merci pour tout, Alain. Merci Stéphane. À bientôt. L'adaptation de la forêt méditerranéenne face aux changements climatiques et aux incendies est devenue une priorité. Ici, plus qu'ailleurs, certaines essences possèdent des mécanismes de régénération qui leur permettent de faire face à ces nouveaux défis. C'est ce que nous allons découvrir dans les massifs de la montagne Sainte-Victoire, un monument minéral cher au peintre Cézanne. J'y attends, il ne devrait pas tarder à arriver. Gérard Gauthier, il est architecte mais également propriétaire forestier. Il est accompagné de Christian Delavet, c'est le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon. Ah, un panalep, adolescent. Mais Un tout petit pain d'Alep, et là il y en a encore un peu plus jeune. Bonjour messieurs. Bonjour. Elle est belle votre Sainte-Victoire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors Gérard, forestier, Christian, maire de Saint-Antonin-sur-Bayon. Merci de nous accueillir sur vos terres. Je vais vous dire, je suis content de la voir comme ça, la Sainte-Victoire. Parce qu'elle en a connu des malheurs. Et notamment, on va revenir sur un épisode catastrophique 1989. Il y a 5000 hectares qui partent en fumée. Ça a énormément marqué la population, cet incendie. Oui, ce fut quand même un moment extrêmement impressionnant. Le feu a démarré à 11h30 au nord-ouest, sur la commune de Saint-Marc. À 16h, il était à Pulbier au sud-est. Alors après, il y a toute la période de la reconstitution de la forêt. Ça va forcément prendre du temps. Qu'est-ce qui a été fait ici, dans un premier temps? Après le feu, lorsque les habitants se sont réveillés, en fait, ils ont été devant un paysage, comme vous avez dit, lunaire, calciné, à perte de vue. Il y a eu une première période, je dirais, où ils ont subi. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une volonté de faire quelque chose. Si je dis un réveil citoyen, ça Un correspond réveil à citoyen, ça? C'est un peu exactement. ça. On peut dire un réveil citoyen. Tous les gens ont dit on ne peut pas laisser la Sainte-Victoire dans cet état-là. Il faut qu'on retrouve le plus tôt possible notre Sainte-Victoire qu'on a connue. Mais il y a eu un élan considérable, c'est-à-dire que la population, les écoles aussi, tout le monde s'y est mis et Oui, tout le monde est s'y est venu mis. à un moment donné planter. Au début, on a cru au génie de la plantation. Oui. En fait, le génie de la plantation, il n'a pas été très efficace, puisque
certains disent que la plantation, le succès d'une plantation, c'est à 1-2%. Mais par contre, l'enthousiasme va être là. Et il faut peut-être un peu oublier cet échec des plantations et retenir ce qui a été un succès. Avant le feu, on avait un regard extrêmement protectionniste, conservateur, ne toucher à rien. Après le feu de Sainte-Victoire, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même, pour que cela ne se renouvelle pas, il fallait faire des choses. Et qu'il fallait notamment avoir une défense contre l'incendie d'un meilleur niveau, peut-être mieux organisée. Alors je vais rester comme vous, avec un discours positif justement sur ce qui s'est passé après, mais je vais m'adresser à l'expert du végétal, pour revenir justement sur cet épisode de plantation. On l'a dit, à peu près 90% de ce qui avait été planté, finalement, n'a pas survécu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors il faut savoir que dans les années 89-90, on était encore à une époque où la plupart des gens, ou la majorité des gens, estimaient que le pin d'Alep était un arbre qu'il fallait éradiquer. Oui. Parce que le pin d'Alep, il émet de l'essence qui est inflammable et que, effectivement, à la moindre étincelle, c'est une catastrophe. Or, c'était mal connaître cet arbre. Et surtout, on s'est aperçu que c'était l'arbre emblématique du pays, mais c'était un arbre autochtone, c'est un arbre qui avait l'habitude de ce climat méditerranéen. Et le pin d'Alep, il a une très forte résilience pour effectivement combattre cette sécheresse de l'été. Et on s'est aperçu depuis cette époque-là que le pin d'Alep, il avait toute sa place dans notre région. On a planté effectivement des milliers d'arbres. Beaucoup de gens qui disaient à l'époque qu'il faut reconstituer notre colline provençale avec des chênes verts ou des chênes pubescents. On a encore les restes qui ont séché sur place et le pin d'Alep résiste bien aujourd'hui et c'est quand même celui qui résiste le mieux. Est-ce que le pin d'Alep est cet arbre dont la pomme de pin, plus ou moins, s'ouvre et éjecte des graines à partir du moment où celui-ci est soumis à un traumatisme? Alors, c'est une des caractéristiques des feux de forêt chez nous, c'est que effectivement, lorsque un feu s'attaque à une pinède de pin d'Alep, la réaction de la pigne de pin, quand elle est chauffée, elle s'ouvre et les graines tombent. Ce qui fait qu'après incendie, on retrouve dans les années qui viennent un véritable semis de petits pins qui sont très serrés les uns les autres. Finalement, d'une certaine manière, et je mets plein de guillemets autour, le feu peut être un peu bénéfique pour la forêt parce qu'elle lui permet de se régénérer naturellement. Alors scientifiquement, c'est quelque chose que l'on peut dire oui, effectivement. Ouais. Mais attention, aujourd'hui, notre souci à nous, c'est la récurrence du feu. Lorsqu'un feu arrive tous les 100 ans, il a plutôt tendance à régénérer la forêt, à rajeunir la forêt, à la conforter. S'il arrive tous les 10 ou 15 ans, comme c'est arrivé chez nous, par exemple sur le plateau de l'Arbois, la deuxième fois, la régénération est moins bonne parce que le sol est moins bon. Et puis la troisième fois, il n'y a plus rien du tout. Alors, on parle de régénération naturelle. Ce que j'ai sous les yeux, là, en 30 ans, la forêt, elle revit sur la Sainte-Victoire. Là, on est purement sur de la régénération naturelle, mais accompagné par des forestiers. La régénération naturelle, ce n'est pas un acte de non-gestion. Oui. C'est une manière de gérer la forêt qui se développe de plus en plus, et pas que chez nous. C'est quelque chose qu'on est en train de découvrir dans d'autres régions plus forestières où on dit que la régénération naturelle, elle a ses qualités. Ce qu'il faut accompagner avec la régénération naturelle, c'est effectivement voir qu'à un certain moment, les arbres qui constituent de véritables semis puissent être dépressés de manière à laisser plus d'air et plus d'espace vital aux autres végétaux. Et ce que je le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une concurrence entre les arbres pour la recherche de l'eau et que si on laisse des arbres trop serrés les uns les autres, ils se font concurrence. Et quand on parle de régénération naturelle et de gestion de la forêt, comme vous l'évoquiez il y a quelques instants, est-ce que votre volonté est aujourd'hui d'intégrer des nouvelles essences, peut-être plus résilientes, qui vont encore une fois résister davantage au changement climatique qui est de plus en plus présent? On a une expérience, on est en train de travailler sur un sujet qui est le cèdre du Liban. On en a planté beaucoup dans les années 2000, 90-2000, lorsqu'il y a eu un certain nombre de feux dans la région aixoise, qui se sont plutôt bien développés. Il y a aussi le pin noir qui, dans d'autres secteurs de notre département, un peu plus en altitude, résiste pas trop mal. Et perdre des essences méditerranéennes emblématiques est quelque chose qui vous préoccupe aujourd'hui, Christian? Oui, on aimerait bien ne pas les perdre, mais on sait qu'elles sont menacées. Si on regarde aujourd'hui sur le chêne blanc ou le chêne pubescent, on a quand même des signes extrêmement probants de dépérissement. Soyons optimistes, votre Sainte-Victoire est toujours très très belle, la forêt se porte bien,
Il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que si Cézanne revenait dans les environs, il ne peindrait pas la même Sainte-Victoire. Oui, il faut tourner la page de la Sainte-Victoire de Cézanne. Mais bon, la Sainte-Victoire d'aujourd'hui, à mon avis, est tout aussi intéressante que celle de Cézanne. Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci à vous. Merci Gérard. Vous l'aurez compris, derrière chaque arbre, il y a une graine. Si certaines se ressèment d'elles-mêmes de manière naturelle, d'autres sont récoltées, triées, testées et conservées par des semenciers. Dans le Jura, une sécherie unique en France mobilise les graines de différentes espèces d'arbres venant des 4 coins du pays pour ne garder que les meilleures, des graines qui produiront les forêts de demain. C'est au cœur de la forêt de l'Ajoux que des milliards de graines transitent chaque année dans ces grands bâtiments, le premier maillon de la filière bois. Car avant d'être ça, un arbre c'est ça. Tout commence par cette petite semence. Châtaigne, gland, frêne, ce semencier forestier traite ici une centaine d'essences d'arbres. Il y a quelques semaines, des cônes de pin maritime sont arrivés à la sécherie. Ces pommes de pin issues d'arbres du sud-ouest sont d'abord disposées ici pendant plusieurs mois. Ça va être la première étape du process de la sécherie. Et donc c'est là où les fruits vont arriver. Et donc on va les étaler sur les planchers pour les laisser sécher naturellement, finir la maturation de la graine et attendre de les passer en production. Les graines traitées viennent d'un peu partout en France. Qu'elles soient issues de vergers à graines ou de peuplements, c'est leur qualité génétique qui va d'abord primer. Les peuplements vont être sélectionnés pour leur qualité visuelle. La droiture, les branches, la vigueur, le dynamisme de l'arbre. Ces cônes ont été récoltés par des hommes écureuils directement à la cime des arbres. Une fois par an, ces professionnels se hissent au sommet des résineux pour collecter les cônes à maturité, juste avant qu'ils ne s'ouvrent et laissent leurs graines s'envoler. Un travail périlleux exercé par une poignée de personnes en France. Une fois suffisamment séchés, les cônes sont passés au four, 50 degrés pendant 3 jours. Un moyen d'ouvrir les écailles de la pomme de pin et d'en extraire les précieuses graines. Dans un cône, près de 150 graines peuvent être récupérées. Mais à ce stade, le travail est loin d'être terminé. On va récupérer dans les sacs la graine brute qui va être composée d'une graine et d'une aile parce que dans la nature ça va être disséminé par le vent. Et donc nous, notre objectif ça va être d'enlever cette aile pour avoir uniquement de la graine. Différentes machines permettent donc aux agents de la sécherie de collecter la meilleure semence. Une fois passée par la dézèleuse pour ne récupérer que la graine, elle sera ensuite nettoyée de toutes ses impuretés en passant à travers différents tamis. Une table densimétrique viendra ensuite séparer les plus gros grains au capital génétique plus intéressant des plus petits. Afin de garantir un taux de germination satisfaisant pour les pépiniéristes, les lots sont régulièrement testés en laboratoire. Minutie et patience sont les maîtres mots. Des milliers de graines passent à travers les mains expertes d'Aurélie chaque année. Tiens, c'est un échantillon de Douglas. Est-ce que tu sais s'il a été analysé? Alors, je vais te dire ça. Oui, alors on a fait la pureté hier, le poids de 1000 graines, et puis il y a une teneur en eau qui est en cours. Donc là, il ne reste plus qu'à l'installer pour faire la faculté germinative du lot. À sa disposition, plusieurs méthodes pour évaluer la pureté des lots, la technique de l'écrasement, la technique de la coupe ou bien l'utilisation du tétrazolium comme ici avec ces graines de hêtre. Alors là, je retire un tétrazolium de l'étuve, un produit qui va colorer, voir si la graine est vivante ou pas. Au premier abord, c'est un lot qui présente très bien puisque nous avons très peu de graines suspectes. On a un lot qui va avoir une très bonne faculté germinative. Les laborantins peuvent aussi reproduire les conditions naturelles dans lesquelles la graine se développera, et c'est dans le germoir que ça se passe. Donc c'est un lot qui a été installé le 8 décembre, il s'agit de pain Sambro. Donc à l'intérieur d'une caisse, nous avons 4 répétitions de 100 graines qui est installée dans de la vermiculite, qui est un substrat minéral broyé. Et donc nous allons compter le nombre de graines qui ont germé. En l'occurrence, à première vue, ce lot a très bien germé. Graines de feuillus, de résineux, toutes les essences y passent, des milliers de lots sont testés dans le germoir. Après l'étape du tri, un dernier passage au four permet de stopper toute capacité germinative de la graine. Elle est alors endormie. Elle sera ensuite stockée. Ces grandes chambres froides dissimulent le trésor de la sécherie des millions de graines qui attendent d'être envoyées en pépinière.
La réglementation autour donc, des MFR, du matériel forestier de reproduction, est très réglementée. Ça part donc à partir de la récolte, où il faut déclarer toutes les récoltes qui sont faites sur le territoire national. Et après, on va avoir un numéro qui va être attribué à chaque récolte, et ce numéro doit suivre en fait, les graines jusqu'au plant, puis jusqu'à la plantation en forêt. Ces semences peuvent se conserver plusieurs décennies dans ces bidons hermétiques. Exception faite des châtaignes et des glands qui ne pourront être stockés ici plus de 2 hivers. En effet, ces graines ne sont jamais tout à fait dormantes, contrairement aux autres essences. Ce stock est essentiel en cas de mauvaise année de récolte. Les peuplements forestiers, donc, qui sont la ressource en graines, ne vont pas fructifier tous les ans. Ça va dépendre des conditions environnementales. Et donc, les années où on ne va pas avoir de fructification, on va pouvoir puiser et répondre aux besoins des pépinières en puisant dans les stocks où on aura fait les bonnes années de fructification. Même si la plupart du temps les graines sont disséminées grâce au vent et aux animaux, ce coup de pouce donné à la nature est aujourd'hui indispensable au reboisement de demain. S'adapter ou décliner, un sujet pris très au sérieux par Joël Conche, expert en graines à l'ONF. La forêt française est régénérée en grande partie naturellement, bien sûr. Mais dans certaines situations, nous avons besoin de changer d'espèce, voire de changer de provenance. Les arbres qui sont issus des semences d'aujourd'hui sont destinés à vivre 100 ans, voire 200 ans. Et bien évidemment, le climat du futur ne sera pas du tout le même que celui d'aujourd'hui. Analyser de nouvelles essences plus adaptées au réchauffement climatique, c'est aussi ça la mission de la sécherie. Le climat futur en Sologne va s'apparenter à celui que l'on trouve en Calabre aujourd'hui. Donc bien évidemment, le cortège d'espèces forestières ne sera plus du tout le même. Vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui que se plante la forêt de demain. Une étape nécessaire pour laisser aux générations futures des forêts performantes, résilientes et diversifiées. Certaines essences sont encore capables de faire preuve de résilience aujourd'hui, mais peut-être pas demain, car victimes des conséquences du changement climatique. Et les forêts méditerranéennes sont en première ligne. En région PACA, ce sont les départements alpins qui connaîtront les hausses de température les plus importantes. À Saint-Paul-les-Durances, dans une pépinière de 1200 m², on étudie le comportement des arbres en les soumettant à des conditions extrêmes. Bonjour Hugo. Bonjour. J'allais vous demander comment ça va, je vois que ça va pas. Ouais, je me suis blessé au genou au rugby. À quelle occasion? En marquant un essai. Vous avez marqué l'essai? Ouais, j'ai marqué. Bon, c'est le principal, tout va bien. C'est le principal. Tout va bien. Merci de nous accueillir ici, dans une pépinière d'expérimentation. Parce que là, il faut faire la grosse différence. La plupart des pépinières, on les connaît, ce sont des pépinières de production. Plutôt. Tout à fait. Là, c'est une pépinière d'expérimentation. Et les expériences, elles portent sur quoi en grande partie? Alors, sur le site de Cadarache, donc ici, on est vraiment centré sur le changement climatique. Oui. Et plus précisément sur l'apport de la ressource en eau. Alors, on a pu le voir dans le reportage juste avant, on a récupéré des graines. Et ces graines, vous les avez ici, et ensuite, vous allez les planter. Exactement, on va les semer, oui. Alors, ça se passe dans quelle serre, dans un premier temps? Ça va se passer ici. Alors, je vous en prie. Et vous allez m'expliquer comment ça fonctionne exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai exactement sous les yeux, Hugo? Ça, par exemple, c'est quoi? Alors là, c'est du substrat où on va prochainement planter des sapins. C'est de la préparation, c'est un mélange. Voilà, c'est un mélange de tourbe et d'écorce qui est vraiment précis et qui nous permet d'avoir la croissance optimale des plants. Pour avoir un ordre d'idée, quand le sapin aura, allez, je vais dire 2 ans, il fera quelle taille à peu près? Ouais, il sera comme ça, hein. Le sapin a une croissance très lente. Alors, ce que vous me disiez tout à l'heure, il y a un test que vous effectuez sur le stress hydrique des plantes. Tout à fait. Ça se passe pas dans cette serre, c'est une serre qui est à côté? Ça se passe dans une serre à côté, ouais. Alors montrez-moi, parce que ça m'intéresse et je pense qu'on va développer ensemble parce que j'ai envie de savoir ce que c'est que le stress hydrique pour une plante. Alors ce test sur le stress hydrique des plantes, ça va se passer sur combien de plants différents? Parce que là, il y en a partout, hein. Alors oui, il y en a énormément, il y en a 3000 ici. Alors là, on a 5 types d'essences différentes, Ouais. c'est 5 chênes. Donc on va avoir du chêne des Canaries, du chêne Cécile, du chêne pubescent et du chêne vert. Hugo, qu'est-ce qui fait la différence d'une rangée à l'autre? En fait, chaque rangée a un stress hydrique différent. Oui. Là, c'est la rangée sur laquelle on est, c'est le stress hydrique qui est fort, donc avec très peu de ressources en eau. Et on a aussi un stress qui est moyen, avec un peu plus d'eau. Avec un peu plus d'eau, et des bandes qu'on appelle témoins,
qui ont la capacité en eau optimale pour la croissance. Alors là, ça fait quelques mois que ça a été mis en place et ça va se poursuivre encore jusqu'en septembre. Alors on voit qu'effectivement, il y a une partie des chênes qui sont ici qui ont déjà pas mal souffert. Hein. Ah oui, là, avec l'apport en eau qu'il y a ici, les chênes commencent à souffrir. Hein. Notamment, on voit ici, là, sur celui-là, où il y a un dessèchement des feuilles et des bourgeons. Tout ça, c'est étudié en fait. Et parmi chaque essence, chaque plan est numéroté et suivi. Il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a effectivement des feuilles qui sont très très sèches, et puis on a d'autres qui ont l'air de bien se porter finalement à côté. Est-ce qu'on peut dès maintenant en tirer des conclusions et se dire, bah voilà, cette essence est plus résiliente à un manque d'eau que l'autre? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. En fait, la différence de couleur de la végétation, elle peut être due à plein de choses pour l'instant. Une croissance des bourgeons plus tardive. Le résultat, ça, on pourra l'avancer qu'à la fin de l'expérimentation. L'expérimentation, elle se passe, vous me disiez, sur 7-8 mois en tout, c'est ça à peu près? C'est ça, oui. À peu près. Et au bout de 8 mois, qu'est-ce qu'on fait? Alors au bout de 8 mois, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà tous les remesurer, mais surtout, on va tous les remettre en eau après, pour voir est-ce qu'ils arrivent à reprendre en croissance ou est-ce qu'ils arrivent à rejeter. C'est ça qui va nous intéresser. L'objectif, c'est quoi? C'est de définir après quelles sont les essences par rapport au climat méditerranéen qui sont les plus résilientes et celles qui peupleront peut-être demain les forêts? C'est ça, avec les 5 essences qu'on a ici, c'est d'essayer de comparer quelle essence en sort le mieux avec le stress qu'on lui a appliqué. Il y a un autre pan de votre activité qui est intéressant, c'est la conservation des essences. Est-ce que ça se passe dans cette même serre? Alors ça se passe sur nos parcelles, mais aussi dans la serre d'à côté. Parfait. On a des graines qu'on a récoltées sur la conservatoire. Allons faire un petit tour. Alors quand vous me dites conservation des essences, moi j'entends presque musée végétal. On est bien loin de tout ça. Hein. On n'est pas vraiment dans un musée, non, mais on fait de la conservation génétique en fait. Ça veut dire quoi exactement? Alors en fait, on a des pins qui s'appellent les pins de Salzmann, donc qui sont ici, là, qui ont été semés là, et qui sont des pins avec une certaine résistance aux épisodes de chaleur climatique. D'accord. Et qui sont des pins qui sont vraiment méditerranéens. Ces pins-là, en fait, ils ont eu un souci depuis la fin du 19e siècle, c'est qu'ils s'hybrident avec une essence qui a été introduite. D'accord. Donc ce qu'on veut faire, c'est conserver ce pain-là, et donc on fait ce qu'on appelle du greffage, donc c'est presque du clonage en fait. On récupère un greffon sur un arbre in situ, et on vient le greffer sur des plants qu'on élève ici. On essaye de lui donner finalement le code génétique le plus pur possible. C'est ça. Et alors, ce que vous avez ici, c'est un test de germination. Donc on a récolté des graines sur nos pins qui ont été greffés, qu'on a en parcelle à Saint-Paul-Île-de-Durance. Et on fait un test de germination pour voir si nos graines sont viables. Et cette opération d'ailleurs qui consiste à redonner le code génétique vraiment le plus pur possible, ça porte un nom? En fait, c'est la sauvegarde du génotype. Le génotype. Sur les parcelles qu'on a, on a presque 700 génotypes. D'accord. Qui sont tous conservés et tous numérotés. Est-ce qu'on peut voir justement ces greffons, ce qu'ils donnent après quelques mois? Il y a une autre serre où on peut voir ça? Ah oui, il y a une serre où on a des greffes de pins de Salzmann si vous voulez. Bah ça, je veux bien voir ça. Ouais. Et alors là, on va voir le travail qui a été effectué sur les greffes. Ça a été greffé déjà? Oui, ça c'est des porte-greffes qui ont déjà été greffés. Il y a combien de temps? Qui font partie de la collection. Il y a 3 ans, il me semble. Il y a 3 ans pour ceci. Et ce que j'ai sous les yeux, là, c'est quoi? Ça, c'est des greffes qu'on a réalisées cette année, qui sont aussi du pin de Salzmann de la collection dont je vous parlais. D'accord. Donc là, on peut voir ici le porte-greffe, donc le plan principal, et le greffon qui a été prélevé sur notre parcelle. Et c'est quoi la matière qu'il y a autour? Alors c'est du mastic, c'est pour tenir la greffe, pour éviter des intrusions de bactéries ou de champignons. D'accord. Et puis après, tous les plants que j'ai vus d'ailleurs depuis le début de la visite ici, ils vont être quoi? Replantés sur les différentes plantations que vous avez en dehors des bâtiments? Alors tous les plants servent ou à des expérimentations ou à de la conservation génétique. D'accord. Et ils sont tous en grande partie voués à être plantés. Bravo pour le travail qui est réalisé ici. Merci. Et merci pour la visite. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Le chêne pubescent et le pin sylvestre sont des essences emblématiques de la forêt méditerranéenne. Mais face au changement climatique, elles montrent déjà quelques signes d'affaiblissement. Alors face à ce constat, des forestiers ont décidé de lancer un projet couplant recherche et gestion. L'objectif est de planter dans des forêts méditerranéennes une douzaine d'essences censées résister davantage à ces nouvelles données climatiques. Camille Loudin, qui est ingénieur, va nous expliquer tout cela sur une parcelle expérimentale. Bonjour Camille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Super.
super fort, quel bel endroit. C'est magnifique. Alors permettez-moi de vous présenter en quelques secondes. Vous êtes ingénieur en charge de projets environnementaux au sein du CNPF. Alors c'est un organisme public, hein, Centre national pour la propriété forestière, c'est bien cela? De la propriété forestière, tout à fait. De la propriété forestière. L'objectif c'est quoi? C'est de venir en aide aux propriétaires forestiers pour les aider à mieux gérer leurs forêts? Eh bien oui, effectivement, il se trouve qu'en France, les 3/4 des forêts appartiennent à des particuliers. Oui. Donc il y a un établissement public qui est le nôtre pour les aider à mettre en œuvre et à mettre en place une gestion durable de leurs forêts. Sur le territoire national, ça représente combien de propriétaires à peu près? À peu près 3,5 millions de propriétaires à conseiller et à accompagner. Bien, alors parlons ensemble de cette forêt méditerranéenne. Si on parle de la forêt méditerranéenne, on peut se dire qu'elle est habituée aux étés secs, qu'elle est habituée au manque d'eau et que naturellement, elle devrait être plus à même de pouvoir lutter contre le réchauffement ou le changement climatique. Mais quand on est sur le terrain, finalement, le constat il est beaucoup plus contrasté. Alors c'est vrai que les forêts sont habituées à avoir des conditions, on va dire, rigoureuses, notamment en été. Donc les arbres sont résistants et résilients, mais ils ont des limites quand même. On a ce qui s'appelle une théorie qu'on appelle la théorie du boxeur, c'est-à-dire qu'un arbre, un premier coup, il va s'en remettre, il va se refaire. Un deuxième, ça va être compliqué. Comment c'est un peu groggy. Voilà, avec la difficulté, la fatigue, il peut y avoir des parasites qui se rajoutent et l'arbre va risquer de mourir. Alors vous êtes en train d'œuvrer aujourd'hui à travers un projet qui s'appelle Med for Future. Vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est un projet qu'on a piloté au CNPF, mais en partenariat avec l'ONF et l'INRAE. Oui. Et l'objectif, c'était d'enrichir les forêts avec des espèces plus adaptées au changement climatique. Et puis on teste ces espèces qui ont déjà été testées dans la région, mais souvent à un seul endroit. Et le but du jeu, c'est de savoir si, en dehors de cet endroit-là, elles vont quand même pouvoir se plaire. Des essences, vous en testez combien sur ces parcelles à peu près? Alors au total, on a testé 12 essences. D'accord. 6 feuillues et 6 résineuses, pour avoir du choix à la fois au niveau des terrains, avoir des choses qui s'adaptent bien au terrain, et à la fois donner du choix aussi aux propriétaires forestiers dans ce qu'ils veulent pouvoir tester. Alors les arbres que vous avez plantés ici, il y en a combien déjà sur une parcelle comme celle-ci? Alors ici, il y en a à peu près 300. 300. C'est combien d'essences différentes ici, là? Alors ici précisément, il y a 2 essences différentes. Et ce sont lesquelles? Alors on a du frêne à fleurs, oui, et on a un chêne qui s'appelle le chêne faginé, qui est un chêne qui est originaire d'Espagne et du Portugal, et qui est un peu l'intermédiaire entre le chêne vert et le chêne pubescent qu'on trouve ici. Alors, on va faire l'expérience sur une durée de combien de temps à peu près? Alors le but du jeu, c'est ad vitam aeternam de l'arbre, mais on les a suivis et on va les suivre du jour de la plantation, l'année suivante, N+2, N+3, N+5, N+10. Alors il y en a qui ont bien poussé, d'autres qui sont un peu plus timides. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dû à l'essence de l'arbre en particulier ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient rentrer en ligne de compte? C'est lié effectivement aux espèces des arbres qui peuvent avoir des stratégies différentes quand elles s'installent. Et puis il peut y avoir aussi des limitations liées au contexte, au climat justement. Ici on a eu très peu de mortalité, donc a priori on est quand même plutôt bien parti. Mais effectivement on a des frênes à fleurs qui ont une très grande croissance et qui dépassent déjà des protections. Et puis on a les chênes faginés qui prennent leur temps pour s'installer et qui vont pousser plus lentement. On peut imaginer que la forêt méditerranéenne va changer de visage, forcément. Mais ça va se passer sur plusieurs décennies, j'imagine, non? Oui et non, parce qu'on voit quand même déjà des effets du changement climatique dès aujourd'hui. On voit quand même des zones où les arbres ont tendance à dépérir et à dépérir fortement. Il y a évidemment le risque incendie qui se multiplie, donc ça c'est un impact immédiat et très, très visible sur le moment. Mais effectivement, de l'autre côté, pour que les forêts s'adaptent, il faut quand même aussi compter sur le temps long. Donc on a des changements qui peuvent être très rapides et puis on a des adaptations qui prennent du temps. Merci de prendre soin de nos forêts. Merci beaucoup Camille. C'est un plaisir. À bientôt. Au revoir. Nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci de vous être promenés avec nous dans les massifs forestiers de la région PACA. J'espère surtout que cette émission vous aura permis de prendre conscience de l'importance de sauvegarder ces écosystèmes en préservant la biodiversité et en relevant tous les défis liés au changement climatique.
Je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir pour un autre numéro de Notre Forêt demain.